messieurs, merci de nous avoir choisis, d'avoir choisi la chaîne de la liberté. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Situation à Kassindi, dans le territoire de Béni, au nord Kivu, un attentat terroriste s'est produit. Le bilan provisoire fait état de 18 morts et une trentaine de blessés. Le gouvernement a condamné avec fermeté cette attaque terroriste revendiquée par l'État islamique. Aussi, du côté des acteurs politiques, quelques-uns d'entre eux, notamment Moïse Katumbi, s'est exprimé pour condamner cette attaque terroriste et a promis aux Congolais d'imposer la paix et de rassembler le peuple une fois qu'il sera élu président de la République démocratique du Congo à l'issue des élections présidentielles qui pointent à l'horizon. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, ça fait 22 ans, jour pour jour, que Laurent Mouzé Désiré Kabila a été assassiné au niveau du palais présidentiel. Que reste-t-il encore de ce grand homme qui nous a laissé aujourd'hui héros national? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Restructuration du cabinet du président de la République après plusieurs scandales qui ont entouré les proches du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme a finalement décidé de faire un coup de balai qui a pratiquement apporté plusieurs hommes forts, notamment Fortuna Bisselele Bifor, Jean-Claude Kabogo, Denis Banza, des tout-puissants conseillers ou parasec du président Topin. Tous sont partis avec ces vents. Est-ce qu'il y a espoir par rapport à l'évolution de quelques scandales constatés au niveau de la présidence? Est-ce que c'est la fin de tout ce que nous avons eu à décrier au niveau de l'entourage du président de la République, Félix Tshisekedi? Est-il le nouveau maître du jeu parce que les forts sont déjà partis? Nous allons tenter de nous interroger tout au long de cette émission. Et puis, il y a le réaménagement technique du gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, le président de la République, lors du dernier conseil tenu vendredi dernier, a promis qu'il y aurait un remaniement qui va se faire après son voyage de Suisse. Nous allons nous interroger pour voir si les ministres qui ont tenu des propos racistes et des propos teintés avec une dose exagérée du tribalisme vont devoir quitter le gouvernement. Il n'y a pas que ceux-là qui sont illustrés dans les appels à l'incitation à la haine tribale, mais aussi ceux qui se sont illustrés dans des scandales, des détournements. Tout ça, c'est à voir tout au long de cet entretien d'une heure. Nous recevons spécialement pour vous l'honorable Mike Mukiba Nkosso. Je ne cesse de le rappeler, même s'il n'est plus à présenter, il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigé par le multiprofesseur Godin Poyi. Il est élu de Lingwala, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. C'est avec l'honorable Mike Mukiba que nous allons échanger tout au long de cette émission. Mike Mukiba Nkosso, bonjour. Bonjour Patrick Loka. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants, comme je l'ai toujours dit. Ma question de tous les jours. Hein. Dieu garde ses enfants. Dieu garde ses enfants. Dieu garde le Congo. Voilà, il a plu abondamment aujourd'hui à Kinshasa. Depuis, je crois, la pluie a commencé aux alentours de 5 heures. Quand il pleut à Kinshasa, est-ce que la situation a quand même changé? Parce que Gentini a dit qu'il a réussi, à sortir la ville de Kinshasa sur la liste des 25 villes les plus sales. La situation n'a pas changé. Vous savez qu'à la moindre pluie qui tombe sur la ville de Kinshasa, la vie est complètement paralysée. Les automobilistes ne savent pas rouler. Ce qui nous a épargné un peu tous ces désordres-là, tous ces capharnaüm-là, c'est dans la journée d'aujourd'hui, c'est parce que c'est un jour férié. Donc les gens sont restés chez eux. Chez eux à la maison. Mais déjà pour quitter chacun son domicile, c'était pas facile parce que vous savez quand il pleut, il y a des mares d'eau partout, il y a des pans entiers de Kinshasa qui sont inondés. Gentini, je commence, excusez-moi, le temps va être peut-être un peu fort, à le prendre pour un rigolo. Oh, vous prenez Gentini pour un rigolo? En guillemets, c'est pas pour le dénigrer, mais je le prends pour un rigolo. Je me dis, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il se prend le mot sérieux? Pourquoi vous dites ça? Plutôt que de dire que ma ville est propre, il dit, j'ai sorti de la ville parmi les 25 villes les plus sales du monde. Alors nous sommes sortis. C'est pas un exploit. Je reste même dans sa propre logique à lui. Sortir des 25 villes les plus sales du monde pour être classé où ça, il dit pas.
Donc son mérite, c'est de nous avoir sortis de la liste des 25 villes les plus sales du monde. J'ai essayé de recouper, de vérifier par-ci, par-là. Ça, c'est un rapport manipulé. Je ne vois pas Forbes accorder une telle palme à Kinshasa alors que rien n'a été fait depuis 4 années. Parlons de Kinshasa en termes de salubrité. Mettons à l'écart le rapport Forbes, qui est un rapport manipulé. Je sais de quoi je parle. Mais alors, posons la question à Gentini. Quels sont les objectifs qu'il s'était assignés au début de son mandat en ce qui concerne la salubrité? Peux-tu nous dire à ce stade dans quelle mesure les a-t-il atteints ou réalisés? C'est cela, faire avancer la ville. André Kimbuta nous a laissé un centre d'enfouissement de déchets, des immondices ici. C'est un centre d'enfouissement localisé à Kinkole sur la route Plaza. Ce centre, aujourd'hui, est fermé. Fermé en grande partie. Pourquoi? Parce que la voie qui mène à ce centre d'enfouissement est impraticable. Ce n'est pas la voie qui, en fait, est impraticable, mais les ponts qui coupent quelque part cette voie-là. Au tout début de l'avenue Plaza, là, ce pont est impraticable. Il menace de s'effondrer. Des camions poids lourds ne peuvent plus passer par ces ponts-là. Il fallait au tout début 60 000 $ pour la réhabiliter, rien n'a été fait. Aujourd'hui, il faut carrément construire un nouveau pont. Donc, plus possible d'aller au centre d'enfouissement. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les centres et spoliation de la part des riverains. Gentini Ngobila est incapable de protéger ces centres-là. Alors, vous pouvez me dire qu'une ville qui avait un centre d'enfouissement et qui l'a perdu, qui n'en a plus, va avancer en termes de points à gagner dans la cotation Forbes. Vous pouvez me faire comprendre ça? Vous savez qu'à l'époque de Kimbuta, les immondices étaient ramassés, collectés, et on voyait bien des camions ramasseurs d'immondices faire la route de Kinkole la journée. Pour aller jeter. Vous avez déjà vu aujourd'hui des immondices être évacués la journée? Gentini ne les fait que la nuit. Puisqu'en fait, quelle est la destination finale des immondices qui sont ramassés dans la ville de Kinshasa? Ce sont les érosions. Donc, une destruction assurée de l'environnement pour aujourd'hui et pour demain. C'est dans les érosions à la périphérie de la ville que ces immondices sont jetés. Et donc, cette ville-là peut marquer de points au niveau de l'indice Forbes en ce qui concerne la salubrité. Allons-y en termes d'équipement maintenant. Gentini a acquis plusieurs équipements depuis qu'il est là. D'abord, il a acquis ici des tanks amortis complètement amortis, comme on le dit en jargon militaire, du matériel fin potentiel, donc complètement amorti. Complètement. Je suis tombé sur un de ces tanks-là au niveau de Kitambo, j'ai élevé la voix. Depuis, ces tanks ont disparu de la circulation. Disparu de la circulation. J'ai pris des photos qui montraient que des pédales étaient complètement usées. C'est des pédales qui avaient subi des frottements humains pendant très longtemps, complètement usées, frottées et tout. Ces tanks ont disparu de la circulation. Il a amené ici des camions poubelles de couleur blanche, avec pompe et de bruit, inauguration à l'hôtel de ville de Kinshasa. Puis il y a quelques semaines, quelques mois, je passe par l'hôtel de ville, je constate que ces camions n'ont jamais bougé depuis qu'ils ont été présentés aux Kinois à l'hôtel de ville. Ils n'ont plus jamais bougé. Qu'ils étaient tout poussiéreux et que des pneus étaient dégonflés et que ces camions n'avaient jamais bougé de là. Alors j'ai interpellé Gekoukou Moulumba, vice-gouverneur qui parle de Kinshasa 0 épave. J'ai dit, mais vous êtes en train de chercher les épaves dans la ville de Kinshasa, mais tous les épaves ici qui ont fait, sont abandonnés autour de l'hôtel de ville. Vous ne les voyez pas, ceux-là, celles-là? Le lendemain, je suis passé pour aller chercher des images, prendre des hommages. On a tout ramassé. Il y a des engins balayeurs, de petits dimensions, là, des engins balayeurs qui sont venus à la même occasion que ces camions poubelles. Ces engins n'ont jamais roulé. La dernière fois, ils étaient stationnés dans l'enceinte de l'hôtel de ville. En fait, Gentini Ngobila a transformé l'hôtel de ville en un entrepôt pour engins amortis. Et c'est à lui que Forbes va donner des galons. En ce qui concerne l'assainissement, les deux structures d'assainissement spécialisées qui ont l'expertise en matière sont inopérantes. Il s'agit de FONAC, qui est là pour la collecte des fonds, et
de la Raskin qui exécute le travail d'assainissement sur terrain. Toutes les deux sont inopérantes, complètement inopérantes. Allez-y, demandez au personnel de ces deux structures combien d'arriérés de salaire ils accumulent, notamment chez Raskin. Allez poser la question. Les quelques fonds qui venaient du gouvernement central, à savoir 2 650 000 $, pour être affectés à l'assainissement de la ville de Kinshasa, étaient plutôt acheminés vers qui? Pas la Raskin, mais des ONG improvisées, parmi lesquelles Fondation Godé Mpoui, qui n'avait jamais fait la preuve la moindre dans le secteur d'assainissement. En réalité, qu'elles faisaient ces ONG? Parce que ces fonds ne viennent plus depuis 6 mois. Félix Tshisekedi a décidé de suspendre vous avez beaucoup crié dessus. De ces fonds. Tant mieux, vous avez beaucoup crié dessus. Tant mieux, j'applaudis à deux mains, même avec les pieds. Alors, donc, vous ne serez pas vu comme quelqu'un qui a bloqué... Non, ces fonds-là, ça va financer des chantiers des individus bien placés ici dans la ville de Kinshasa. Donc des ONG qui n'avaient... On ne vous a jamais demandé de créer une ONG pour... Je ne le ferai pas et ils savent qu'ils ne peuvent pas me demander à moi. Alors, ces ONG-là qui n'avaient jamais fait la moindre preuve dans le secteur de l'assainissement, ce sont elles qui recevaient l'argent, faisant semblant de balayer pendant 2, 3, 4 jours et le reste d'argent était empoché. Et c'est à ces gouverneurs qu'on va donner une palme en termes de salubrité. Allez-y voir. Makala, Bumbu, ces communes sont dans quelle situation? Gaba aussi. Aux abords de la rivière Kalamou, qui n'a presque jamais été curée, tout autant que la rivière Gombe qui traverse la commune de Lingala. Le lit de la rivière a complètement disparu. Les gens maintenant traversent à pied. Je ne dirais même pas à gué, parce qu'à gué, c'est quand de l'eau coule encore. Plus un seul filon d'eau ne coule, les gens traversent. Des arbres ont poussé dans cette rivière. Ici, Gombe, dans sa partie qui traverse la ville, la commune. C'est ça qui justifie les Alors, c'est que nous avons. C'est en grande partie dû au fait que nous ne curons jamais nos caniveaux, nous ne passons pas... Mais alors, tout ça, mais pourquoi Gentil doit-il être si fier de parler de mais comme il était si fier de vous présenter ici une femme à une coupe extraordinaire, qui est venu de Côte d'Ivoire et puis vous dire c'est cela les gouverneurs que vous avez. Il les dit, il tient de tels propos devant ses administrés. Il dit que non, les gens étaient intéressés de voir la croupe comment vous l'appelez encore? Edexi. Vous comprenez un peu le niveau de votre gouverneur, vous comprenez son état d'esprit, vous comprenez à qui vous avez affaire. C'est celui-là qui vient vous dire aujourd'hui que j'ai sorti Kinshasa de 25 villes les plus sales du monde. Allez-y ici au marché central, quand aux abords où les vendeurs ont été relocalisés, réinstallés. Quand vous prenez par exemple... Allez-y si vous pouvez y mettre les pieds quand il a plu. Les marchés centraux. Jusqu'à Orcato. Mais vous ne pouvez pas y mettre les pieds. C'est totalement impraticable. J'aimerais bien la prochaine fois... La situation est extrêmement grave. Mais vous savez que quand il pleut... Avez-vous déjà fait des descentes là-bas? Attendez, vous parlez d'une ville... Vous parlez d'une ville qui soit... Attends, pardon. Vous savez, non, je vais répondre à ça. Vous savez que quand il pleut, l'hôtel des villes de Kinshasa... Inondé. Et sous les ça, je le sais. Vous savez que quand il pleut à Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est sous les eaux... Même chez vous? Vous ne pouvez pas... Même chez vous? Vous ne pouvez pas traverser la cour de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ni entrer quand il plaît, c'est chômé payé. Vous devez attendre des heures durant pour quitter la cour de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Si ce que j'ai dit est fou, posez la question à mes collègues députés ou à Godé Mpoui lui-même. Ça n'a jamais interpellé le député provincial. Et alors, c'est à cette ville-là qu'on donne la palme d'une ville, je ne sais quoi, mais en tout cas, qui a été sortie des 25 villes les plus sales du monde. Non, je crois maintenant que les choses vont bouger et que lui, Félix Tshisekedi, s'il a tapé du poing sur la table dans son propre entourage, que ça pourra aller peut-être jusqu'à la ville de Kinshasa cette année. Je le souhaite vivement. Voilà, on va voir si ça va aller jusqu'à la ville de Kinshasa. On va parler de Félix. Avez-vous déjà fait quand même les déplacements de cette avenue qui abrite désormais Zando au niveau de croisement? Vous prenez, vous faites la direction croisement Kasaï, Kasavubu jusqu'au niveau de Itaga. Avez-vous pris le soin d'échanger avec ces mamans, ces jeunes qui vendent la même chose? Non, je n'y suis pas allé. Sinon, si j'y vais, on va dire que voilà, c'est à ses habitudes diverses dans du... Comment ça, vous ne pouvez pas aller? Oui, vous savez, c'est un endroit... a besoin d'attendre quelque chose. C'est un endroit très fréquenté. Très fréquenté. Ouais. J'irai là-bas, qu'on me dira que non, voilà,
à ses habitudes, verse dans le populisme. Il va aller monter la population contre le gouvernement provincial ou contre le gouvernement. J'y suis jamais allé, en tout cas. Peut-être la dernière fois que je suis allé, c'était en compagnie de Vidi Chimanga. Nous avions fait une itinérance à l'époque pour voir ça je me rappelle. L'état de travaux au marché central, et c'était déjà à l'époque déplorable, et avec rien qui se faisait. Donc j'y vais pas pour ne pas prêter le flanc à tous mes détracteurs qui sauteraient sur l'occasion pour dire que j'ai fait du populisme. Mais vos collaborateurs quand même descendent. Oui, j'ai des informations. Je n'ai pas besoin de me rendre à un endroit donné pour avoir des informations sur la vie des Congolais qui vivent sur place. Donc c'est cela, j'essaie. Comment est perçu aujourd'hui, de manière générale, hein, je ne parlais pas d'un seul député, comment est perçu aujourd'hui les députés provinciaux de Kinshasa lorsque les électeurs voient qu'ils ne sont pas à mesure? Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que si je dois être objectif, c'est exposer mes collègues, en tout cas pas tous, mais vous avez peur de la commission des sages, les comités des sages? J'en ai que foutre. De recevoir une invitation. J'en ai que foutre de ce comité des sages bidon. Alors donc, je ne voudrais pas exposer mes collègues à l'opinion, les Quinois jugeront eux-mêmes. Sinon, je risque de me faire passer pour les saints et que les autres sont les plus mauvais. Les Quinois ont l'occasion de porter un jugement sur notre tâche en tant qu'assemblée provinciale dans les mois qui viennent, lors des prochaines élections. Donc, je laisse aux Quinois... Et si, je reformule ma question. Et vous-même, comment vous êtes perçu? Je ne sais pas comment je suis perçu, j'essaie de faire mon travail. Vos collaborateurs disent quoi? Sur le banc de l'opposition. Vos collaborateurs disent quoi? Généralement, ils sont satisfaits et j'aime pas entendre les gens qui me disent qu'ils sont satisfaits de moi. Vous aimez les critiques? J'aime plutôt écouter les voix discordantes, dissonantes. Et c'est peut-être de ce côté-là que je peux m'améliorer. C'est comme ça que je vis. C'est une leçon de vie que j'ai appris d'un ami à moi qui vit à ce jour en Australie, Freddy Chilumba, un très grand journaliste qui me disait, quand tu as fait un reportage et qu'il est diffusé, n'écoute jamais ce qu'ils te disent, c'était bon, prête plutôt l'oreille à ce qu'ils te disent, ceci devait être amélioré. Et c'est comme ça que tu peux te rendre beaucoup plus performant. Et donc j'en fais vraiment une leçon de vie pour moi. Très bien, les électeurs vont juger, ils vont certainement prendre leurs décisions je crois, dans l'isoloir, hein, avant de glisser le papier dans l'urne qui pourrait changer beaucoup de choses. Voilà, parce que la ville, à mon humble avis, est un... Non, je ne pense pas que la décision sera prise dans l'isoloir, tel que Félix Tshisekedi. Elle a déjà été, la décision a été déjà prise. Oui, tel qu'il conduit le pays, la décision est prise chez le plus grand nombre de Congolais. Elle est prise. La sanction, c'est votre point de vue. La sanction est inévitable. Voilà, ça c'est votre point de vue. On va voir ce que les Congolais vont réserver à ces régimes et à tous ces députés provinciaux et nationaux. On va voir, hein, on va voir qui a fait quoi et qui mérite quoi dans l'avenir. Ceci dit, nous parlons de la date de 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, ça fait aujourd'hui exactement 22 ans depuis que le président Laurent Désiré Kabila a été assassiné par de lâches. Que reste-t-il de cet homme qui avait déclaré la phrase la plus connue qui est restée dans le mémoire des Congolais, « Ne jamais trahir le Congo ». Honorable Mike Moukebaï, ancien journaliste, 25 ans d'expérience de plume. Vous avez vu Mouzé arriver à Kinshasa, vous l'avez vu mourir, vous avez vu un autre pouvoir arriver. Qu'est-ce que le Congolais aujourd'hui peut garder de cet homme qui a été assassiné? Et il est mort comme il a vécu, il ne prenait jamais rien au sérieux, même pas sa propre sécurité. Ses gardes-corps passaient pour ses potes qui venaient lui chuchoter des histoires à l'oreille. Et vous savez que c'est dans ces circonstances qu'il a été tué. Un garde s'est rapproché de lui, lui a dit qu'il avait à lui parler. Lui, il a tendu l'oreille et celui-là a sorti les revolvers et l'a battu. Il était d'une hilarité, il avait une façon de rire en public peu habituelle, en tout cas incommodante par rapport au protocole auquel est soumis un président de la République. C'était pas naturel, ça. Bon, mais même quand si c'est naturel, vous savez, vous fallait gérer. Vous faire à votre statut de président de la République. Il n'a aucune vision, il avait une idée très familiale de la gestion des affaires publiques. Quand un ministre était soupçonné
des concussions, des détournements. Non, ce n'est pas la justice qui devait l'interpeller, l'entendre, et ainsi de suite, ouvrir un procès. C'est lui-même en personne qui l'interpellait, qui lui faisait le reproche, qui les jetait au cachot pour 4 jours, comme s'il s'agissait d'une famille, un enfant qui s'est méconduit, vous le punissez, vous l'enfermez dans la chambre pendant 3 jours, et au 4e jour, il sort là, dit, tu peux reprendre ton poste. Il ne comprenait pas ce que c'était l'État. D'ailleurs, il avait longtemps vécu dans le maquis qu'il était difficile pour lui de comprendre ce qu'est l'État. C'était ça le plus grand problème. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que sa mort, il soit élevé à la dignité d'héros national. Ça, c'est la plus grande imposture de l'histoire de la République démocratique du Congo ces dernières décennies. Musée Laurent Désiré Kabila ne méritait pas du tout ces statuts-là. Vous savez que sous Musée Kabila, il y a eu des crimes de sang. Je vous donne un exemple. Massassou Ndaga, Anselme, l'un des artisans de la victoire de l'AFDEL, a été une fois, un jour, soupçonné d'entreprendre, de mener pour attenter à la sûreté de l'État, pour accomplir un putsch. Ici, sur place à Kinshasa. Mais ce qui nous a surpris à l'époque, c'est que, furtivement, en catimini, il a été embarqué dans un avion et amené à Lubumbashi. Lui et quelques-uns de ses proches, une dizaine au total. Et puis, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de Massassou Ndaga, jusqu'au jour où Musée est assassiné, et que Roberto Garretón, l'Argentin, rapporteur spécial des Nations Unies pour le Dodon, arrive ici et pose la question à Moïse Kongolo, alors ministre de la Justice, le gouvernement intérimaire, avant que Joseph Kabila ne soit désigné et ne prenne les fonctions de chef de l'État, que donc l'Argentin Garretón ne pose la question à Moïse Kongolo, qui lui va lui demander de s'en référer à Mokuntu. Qui était Mokuntu à l'époque des faits? Mokuntu était le président de la redoutable, je dis bien, cour d'ordre militaire. C'était quasiment la Gestapo, la cour d'ordre militaire ici. Et à Mokuntu de dire à Roberto Garretón, que non, Massassou avait été jugé, condamné à mort et exécuté avec ses proches. Quand? Personne ne l'a jamais su. Qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, Massassou est acheminé à Lubumbashi, placé dans une résidence et jugé pendant 2 nuits, je vous en prie, 2 nuits seulement, pour une affaire aussi grave. 2 audiences nocturnes menées nuitamment ont suffi pour établir la culpabilité de Massassou, qui n'était pas assisté d'avocat. Il lui a été privé les droits d'être assisté. Lui et ses proches, ils ont été jugés une première nuit, la deuxième nuit, le soleil ne s'est pas levé, ils ont été condamnés à mort et exécutés la même nuit. Je ne sais pas où se trouve le caveau de Massassou. Donc, un régime qui a été coupable d'exécution extrajudiciaire. Ça, c'est une exécution extrajudiciaire, donc un crime de sang. Alors, donc, vous allez vous reconnaître les mérites d'héros national à un homme qui a dirigé un régime qui est impliqué dans les crimes de sang. C'est une imposture et cette imposture devra être balayée un jour. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire, nos enfants le feront, ils interrogeront l'histoire un jour, dans 50 ans. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que Musée est quand même resté très apprécié auprès de beaucoup de Congolais? Non, vous parlez de quelle appréciation? Sur quel plan? Laissez-moi avancer. Musée arrive ici, il trouve une entreprise appelée Petro-Congo. C'est l'entreprise d'État qui commercialise le carburant, le pétrole et tout le produit lampant. Qu'est-ce qu'il fait de cette entreprise? Il la débaptise pour la rebaptiser Cohydro. Et Cohydro hérite de tous les patrimoines de Petro-Congo. Bâtiment, le grand bâtiment qui est ici en ville, bâtiment qui est des sièges sociaux, matériel roulant, tout ce qui est patrimoine, tout l'actif, Cohydro hérite. Mais Cohydro rejette les personnels, plus de 200 agents. Donc une ordonnance est publiée qui fait de Petro-Congo Cohydro. Le lendemain, quand les agents se pointent pour répondre à leur poste de travail, pour poursuivre leur travail, ils trouvent porte close, ils disent, vous êtes virés. Au nom de quoi? Sans décompte final, plus de 200 agents. Ils sont restés ici sur le boulevard, là, à battre les paviers, nuit et jour, avec femmes et enfants. Jamais Musée n'a reculé pour dire qu'il s'agit des compatriotes. Qu'est-ce que ces compatriotes lui avaient fait pour
leur infliger un tel sort. Et vous savez, ces compatriotes ont été réhabilités bien plus tard, quand au dialogue intercongolais. C'est alors, mais les dialogues avaient décidé. Parce que c'était un cas de violation des droits de l'homme à large échelle. Privés de leur emploi, sans décompte final, ces pauvres n'avaient rien fait. Simplement, Mouzé a décidé un matin de rebaptiser l'entreprise. Donc, il a récupéré tout ce qui était patrimoine de l'entreprise, pas le personnel, et sans décompte final. Vous imaginez un peu? Vous aurez, vous, soumis à un tel sort, vous appréciez Mouzé comme vous me le dites là. Qu'est-ce que ces Congolais lui avaient fait avec leurs femmes et leurs enfants? Quelle méchanceté à l'endroit de ses propres compatriotes. Allons plus loin. C'est Dan Gettler aujourd'hui qui est cité ici et là-bas. Vous savez qui l'a amené ici? En tout cas, qui lui a donné le premier marché important? Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il lui a donné les monopoles du diamant à l'époque. Les monopoles à travers une entreprise appelée IDI Congo. Et donc, tous les diamantaires ici devaient vendre leurs diamants à Dan Gettler, qui était le seul à pouvoir sortir des diamants du Congo pour l'extérieur. Ça avait touché terriblement l'économie du pays à l'époque. Parce que, alors, tous ont commencé à sortir les diamants par devoir frauduleuse. C'est Mouzé qui nous amène quand Dan Gettler ici, qui en fait le patron, qui lui donne le monopole dans la commercialisation du diamant à l'extérieur de la République démocratique du Congo. C'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous avons connu des pénuries, comme nous n'avons jamais vécu de carburant ici sous Mouzé. Les pétroliers lui disent, c'est une réalité, les paramètres qui entrent dans les structures de prix ont un peu bougé, nous devons augmenter le prix du carburant à la station, à la pompe. Il dit pas question. Et nous sommes restés ici pendant 2 mois sans carburant. Il fallait passer des nuits entières, 1 semaine, 2 semaines, pour se faire habiter en carburant. Les gens allaient à pied d'ici centre-ville jusqu'à Kingasani. C'était ça, la vie à laquelle nous avez soumis. Et on va parler de quoi? C'était quoi sa vision? Regardez même la constitution provisoire qui avait fait asseoir son pouvoir. Elle ne prévoyait même pas de succession. Des sortes, quand il est mort, ça a été compliqué. On est parti finalement chercher Joseph Kabila. Elle ne prévoyait pas de succession, donc Mouzé était éternel. Elle ne prévoyait pas de vacances. Vous voyez sa compréhension de la démocratie? Et vous savez que déjà, à sa prestation de serment, il avait été très contesté au stade des martyrs par des étudiants qui avaient été menacés, traités d'infiltrés et poussés à quitter les stades. Ils ont quitté les stades avant les faits de l'événement. Ils ont chanté ces jours-là. Mobutu Abanda Kaka Boya, Mobutu, avec sa fameuse constitution taillée à sa mesure à lui. Alors, qu'est-ce qu'il a laissé d'héritage, si ce n'est que sa fameuse phrase de ne jamais trahir le Congo? S'agissant de cette phrase-là, ce slogan-là, qui est creux. S'agissant de cette phrase-là, est-ce que cette phrase ne mérite pas sa place dans l'histoire du Congo? C'est un slogan. Alors, tant mieux si ce slogan a la place, c'est toujours pas mal. Oui. Non, pas tant mieux, d'après vous, d'après vos analyses, d'après votre compréhension. C'est un slogan creux qui n'a pas de contenu. Il n'a pas donné de contenu à ce slogan-là. Il n'a pas donné de contenu. Vous savez, Mouzé sortait de chez lui et quand il devait faire un déplacement, la ville était paralysée. La circulation était interdite sur tout le parcours que Mouzé prenait. Bon, est-ce que c'était pas normal parce qu'il a fait un coup d'État, l'État était encore fragile. Je suis allé au Rwanda. Je suis allé au Rwanda. Il y a quand même des mesures qui étaient prises à l'époque pour maîtriser la situation. Je suis allé au Rwanda post-génocide. C'était pas pareil avec les cortèges de Paul Kagame. Vous vous imaginez que parce que vous sortez d'un conflit et que vous êtes le fruit d'un putsch, vous êtes président de la République, que dans votre situation du Congo n'est pas comparable à celle du Rwanda. Attendez. C'est le grand Congo. Attendez, voilà la folie des grandeurs. Il y avait dans le cortège de Mouzé, même les BEM 21. Vous connaissez les BEM 21? Qu'on appelle habituellement ici Yana. Les canaux à 21 trous. Vous connaissez ça, non? Il y a des camions comme ça, avec une plateforme, et vous avez derrière des canons à 21 trous comme ça, qui tirent à la fois 20 projectiles, l'un après l'autre. Il y avait ces camions de BEM 21 dans son cortège. Qu'est-ce que vous faites de BEM 21 dans un combat à corps? Parce que, en fait, la sécurité du chef de l'État, c'est à corps, non? Les BEM 21, déjà, de manière classique, sont derrière les troupes. Elles ne sont pas devant les troupes. Elles bombardent les lignes ennemis et les troupes avancent. Alors comment vous allez prendre un BEM 21 et le mettre dans le cortège présidentiel? Pour qu'il serve à quoi?
Dites-moi un peu. C'était de la folie de grandeur. Non, c'est une imposture et il faudra très vite balayer cette imposture-là. Alors, Mike Moukibaye, de tout ce que vous dites, il n'y a aucun point positif. Vous me parlez des points positifs, vous voulez que je juge de son bilan. Moi, ici, je parle de son statut d'héros national. Mais son bilan, je l'ai abordé quelque peu. Je vous ai dit que c'était la grande période de dégringolade du franc congolais. Oui, si vous voulez que je trouve des points isolés, quelques points positifs, illuminés, oui, je peux trouver, mais c'est pas ça le bilan. Par exemple. Bon, oui, quand même, il a instauré un peu de la discipline ici, si vous voulez. Un peu de la discipline. Un peu de la discipline. Nous embarquions à bord des taxis à 2 sur le siège avant, à côté du chauffeur. C'est lui qui a dit, pas question. C'est lui. Si je peux trouver sur le plan moral, civique, c'est là des positifs, tant mieux. Mais je ne vais pas aller chercher quelques points scintillant par-ci, par-là. Les bilans, c'est un ensemble d'agrégats. C'est le problème que nous avons avec Félix Tshisekedi. Les gens sont en train de chercher de quelques points de lumière. Non, il s'agit des agrégats. Des agrégats, de gros ensembles qui touchent directement à la vie des Congolais. L'eau. Vous avez trouvé la recette à quel niveau? Vous l'avez amené à quel niveau? L'électricité, c'est cela. Les niveaux de vie, le pouvoir d'achat, l'avez-vous préservé? L'avez-vous consolidé? C'est cela, ça. OK? Mais ce n'est pas de quelques points qui scintillent par-ci, par-là. Et vous dites, j'ai un bilan. Ah non. C'est pas alors, ça, malgré tout ça, Mike Moukibaye, vous auriez voulu que Mouzé quitte le pouvoir dans quelles conditions? Oh, bah écoute, ce qui est arrivé, c'était tragique. Moi, j'aurais jamais souhaité une telle mort de la part d'un président congolais. Mais cela est arrivé. Je le regrette infiniment. D'abord, en tant qu'humain, je ne peux pas accepter que d'autres humains décident de mettre un terme à la vie, de retirer ce que Dieu a donné de plus cher à nous les humains. Je n'ai jamais été d'accord, mais je ne savais pas comment allait être sa fin, mais on sentait que sa fin allait venir. C'était du brouillon. Ça gouvernait du brouillon dans tous les sens, c'était du brouillon. Du brouillon. Ah, ça, et il a eu même un ministre des Finances, Mawapanga Mwanananga, qui s'est permis de remettre en cause la théorie de l'offre et de la demande. A dit, c'est des histoires que vous racontez, nous ne connaissons pas ça. Et Mouzé avait applaudi la théorie de l'offre et de la demande. Ah ben mais lui ne nous avait pas présenté la sienne. Son ministre des Finances. Tout ça dit, vous comprenez que c'est des gens qui étaient déphasés, qui étaient sortis de la diaspora, de la brousse, qui n'avaient pas grande compréhension du fonctionnement, des mécanismes de fonctionnement de l'État. Ah non, pas du tout. C'est pas loin de ceux qui sont aujourd'hui... c'est pas loin. C'est pas loin. Alors la gestion... C'est pas loin. Et puis est-ce que vous savez, c'est pas la première fois que la diaspora congolaise, je ne dis pas toute, entre une diaspora, montre ses limites. Une fois en responsabilité. Mouzé est venu ici avec la diaspora. Elle avait occupé tous les palaces et les hôtels de Kinshasa. De toutes les façons, tous ceux qui étaient venus étaient de la diaspora. Moins et tout le reste. C'était des exilés politiques, donc on peut le considérer comme de la diaspora. Ça, c'est la seconde fois que notre diaspora déçoit à ce point. Je ne dis pas toute la diaspora, une certaine diaspora. À l'époque, il y a eu celle de l'AFDEL. Aujourd'hui, c'est l'UDPS. Alors, j'ai une question. Je ne vais pas faire de polémique, hein, Mike Moukibaye. Vous êtes quand même un ancien journaliste. Je suis convaincu que vous avez une idée de la gestion de Kasavubu, de Mobutu, de Mouzé, de Joseph Kabila Junior et de Félix Tshisekedi. Laquelle des gestions est la pire? La seule qui est la pire, c'est celle de Félix Tshisekedi. Pourquoi pas? Les autres, là, ils peuvent même bénéficier d'indulgence de notre part du fait de l'inexpérience qui avait caractérisé leur avènement les régimes précédents, aux affaires. Kasavubu, c'est le tout premier président. Nous n'avons pas encore assez d'intellectuels. Nous ne savons rien de ce que c'était les affaires publiques. Les Congolais étaient réduits à quelques tâches de commis d'État ici et là-bas. Ça ne devait pas être facile. Mais Mobutu, lui, je ne serais pas quand même indulgent envers lui. Il a eu le temps. Mais ben, il a fait ce qu'il a fait. Il a laissé le pays où il est là. Pourquoi je suis beaucoup plus rigoureux avec Félix? Parce que nous, ensemble, et Félix, nous avons connu ces différents régimes, ces différentes administrations.
Hein, nous avons vu, nous avons compris comment fonctionne le monde, ce qu'est la démocratie. Nous sommes carrément, pratiquement tous de la même génération. Nous sommes de la génération... Vous êtes battus pour cette démocratie. Nous sommes tous quasiment, aujourd'hui, ceux qui sont en responsabilité, c'est plus la génération de 1960. Qui s'est battu Je suis né en 1966, Félix Tshisekedi, je crois en 1963, Moïse Katumbi en 1964, Bemba, nous sommes de la génération des années 60. Donc nous avons vu ces administrations, nous les avons vues à l'œuvre. Et nous disions que nous allons faire mieux ensemble avec lui. C'est pourquoi je suis très rigoureux envers lui. Nous avions, l'expérience des autres. Ça a manqué à Mobutu. Ça a manqué à Kasavubu. Nous avons... Moi, je n'ai pas vécu le règne de Kasavubu. Je suis né après... je suis né sous Mobutu. Je suis né en 1966. Mais j'ai vécu le règne de Mobutu et tous les autres qui lui ont succédé. Nous faisons maintenant une idée claire de ce qu'est la gouvernance. C'est quoi? Comment faire pour transformer le Congo? Nous le disions avec Félix et les siens. À l'opposition, oui. Mais il arrive. À quel niveau c'est pire que celle de ses prédécesseurs? Non, d'abord c'est pire parce que lui a bénéficié des leçons des autres. Parce que dans la vie... Là, il est temps d'observer les autres à l'œuvre. Dans la vie, nous n'apprenons pas que de notre propre expérience. Nous apprenons aussi des leçons des autres, de la communauté. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Exactement. Et il y avait des engagements qu'il avait pris chaque fois qu'il était en première ligne à l'époque de l'opposition. Je ferai ceci, je ferai cela. Mais il arrive, il fait pire que ses prédécesseurs. Pire. Surtout en matière de bonne gouvernance. En matière de bonne gouvernance. C'est vraiment, je ne dirais pas... Mais je ne penserai pas un seul instant que nous sommes sous le règne de Félix Tshisekedi. J'étais en train encore de lire quelques lignes à propos de Jair Bolsonaro au Brésil, où on dit qu'il y a quand même des griefs à mettre à sa charge en ce qui concerne la gestion des fonds qui n'ont pas été justifiés, ainsi de suite. Mais on ne vaut pas de 20 000 euros, de 30 000 euros. Ah bon, il a payé dans un restaurant modeste, cash, 20 000 euros à partir de compte de la présidente de la République. C'était exagéré. Là, c'était un scandale. C'était un scandale, 20 000 euros. 20 000 euros. Oui, mais ici, quand vous parlez... C'était un scandale. Un scandale. Mais bon? ici, quand vous parlez de détournement, toujours en dizaines de millions de dollars. C'est normal alors. Cominière, chez nous, c'est normal. Des actifs à vendre à 154 millions de dollars ont été bradés à 33 millions. Les 33 millions n'ont pas laissé de traces. Trésor public. Aucun rang. Vous vous rendez compte? Et la bonne dame est toujours en place, elle est là, et j'ai même rigolé. Elle pourrait même être conduite. Je suis en train de lire certains articles, bon, je sais comment fonctionne la presse, il suffit qu'un journaliste reçoive 100 $, et on lui met n'importe quoi dans la bouche, et il écrit. C'est cela. J'ai dit, je vois que par dit, Alingeti, le combat, Alingeti ne veut pas. Qu'est-ce qu'Alingeti a à voir avec son maintien ou sa reconduite? C'est Alingeti, le chef du gouvernement? Madame, une question a été présentée aux Congolais, un rapport sur la cession des actifs de la communière. Les Congolais attendent de vous une réponse claire et non de la métaphysique. Non, maintenant elle verse dans la métaphysique, elle dit que, elle fait dire à des journalistes qu'un jour sa tunique de diaconesse témoignera. Ah! Mais cette tunique-là, si elle doit vraiment être secouée, elle va prendre feu en public. Mais le crash de détournement, cette tunique-là. Cette tunique-là. Elle prendra feu elle-même en public. Ben, je vous dis, qu'est-ce qu'il y a à voir? La parenthèse que j'ouvre avec Alingeti, cette affaire-là. Donc revenons à ça. Ici, c'est toujours 100 jours. Combien? 400 millions de dollars partis en fumée. Chile Gelou, combien? 60, 40, chacun, il va avec son chiffre à lui. Mais soit des dizaines de millions de dollars détournés. RAM, c'est combien? Des centaines de millions de dollars. Ça, c'est la marque de fabrique du régime de Félix Tshisekedi. Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus grave. Beaucoup. Et d'ailleurs, j'appelle les Congolais, dans leur ensemble, à être très rigoureux envers lui lorsqu'il faudra décider à travers les élections. Les élections. Alors, ouais. Une question simple. Oui. Il y a élection, probablement qu'on pourrait attendre un tout nouveau président. Celui-là serait-il différent
de Félix? Non, il y a quelque chose. Parce que vous êtes ensemble. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avant que je ne mette mette mon espoir sur Moïse Katumbi. Il est bien un espoir pour moi, et donc pour le Congo. Moi, ce qui me rassure le plus, c'est l'éveil de conscience que je constate chez le Congolais. Parce que vous savez, la bonne gouvernance, la démocratie, c'est avant tout une question de culture. Je crois que les Congolais sont en train de s'approprier cette culture-là et que demain, ils seront exigeants envers les dirigeants et que les dirigeants se diront, si jamais je me méconduis, je serai sanctionné. J'ai remarqué cet éveil de conscience dans des petits détails qui paraissent banals dans la vie. Je vois Kibuka, Raphaël, qui est député MLC élu de Moamba, qui réunit une foule chez lui, quelques dizaines de Congolais. C'est un auditoire maîtrisé qui est devant lui. Il maîtrise l'auditoire-là, il est sûr d'ailleurs qu'à la fin, les gens vont entendre recevoir une petite collation, donc ils ne peuvent qu'opiner dans le même sens que lui. Ben, il parle de 21 000 $, il dit d'ailleurs, c'est pas 21, c'est entre 17 et 18 000. Ça, c'est déjà d'abord très marrant qu'un député dise, j'ai touché entre 17 et 18 000, il ne sait pas combien il touche. Ok, tant mieux, il a dit entre 17, et il s'est fait conspuer par son auditoire maîtrisé. Les gens ont dit, Ezaka Kebele. Voilà. Et ça, c'était devant un auditoire maîtrisé. Et ailleurs, quel sera son sort? Donc, que les gens comprennent, se disent que les Congolais aujourd'hui sont éveillés. C'est ça ce qui me garantit un avenir pour le Congo. Ce n'est pas avant tout nous, les hommes. Ouais, si Katumbi est élu président de la République, à quel niveau il pourrait être différent de Félix? Parce que souvent, c'est le même discours. Hein. Quand on est à l'opposition, on connaît la gouvernance, on dit qu'on va rétablir l'autorité de l'État, on dit que je vais rassembler les Congolais. C'est le même discours tenu hier. Attendez, c'est le même discours tenu hier par Félix Tshisekedi. Arrivé au pouvoir, c'est autre chose. Maintenant, les Congolais ont quand même un peu de doute sur les candidats présidents déclarés, notamment Moïse Katumbi. À quel niveau Katumbi pourrait être différent de celui qui est aujourd'hui au pouvoir, qui a promis la même chose? Il a déjà montré la différence quand il a eu à diriger les Katanga dans son ancienne configuration. Il a fait la différence. Il a fait la différence. Les chiffres sont là, clairs. Quand il arrive à la tête du Katanga, c'est à peine 400 km de route asphaltée qui l'amène à 6 000 km de route asphaltée à travers tout le Katanga, 9 000 km en termes de pistes. C'est déjà ça la différence qu'il a fait. Quand tu arrives au Katanga et qu'il tire les tiroirs, il n'y a pas un seul sou dedans. Il n'y avait rien à l'arrivée de Moïse. Rien. Les caisses étaient vides. Rien. Il prend les risques d'endettement auprès des bailleurs sud-africains. Un risque parce que ça lui a été déconseillé par tous. Il dit, je sais ce que je fais. Et à l'échéance, les Sud-Africains étaient disposés à lui proposer un nouvel emprunt. Il a dit non. Je rembourse et j'ai déjà, ici, produit assez de ressources pour assurer l'économie financière de la province. Voilà un dirigeant. C'est cela. Mais je vais vous dire au Congo, moi je ne pense pas qu'il faille être un grand clerc pour faire le bon gouvernant en République démocratique du Congo. Les minima, c'est d'abord de s'en tenir aux principes et aux valeurs. Quand vous en tenez simplement au mécanisme d'État, c'est déjà ça, vous faites avancer le pays. Quand vous en tenez aux mécanismes qui sont là, les mécanismes légaux, vous respectez la loi, vous vous soumettez vous-même à la loi. Quand il s'agit des passations des marchés, ça passe par les appels d'offres, comme les dispose la loi. Rien que ça, vous êtes à 50% de réussite de votre mandat. Rien que ça. Surtout quand vous commencez par vous dire vous-même que je ne suis pas venu pour m'enrichir. Ça, vous êtes à 50% de réussite. Parce que ça vous permet de faire des économies et d'avoir assez d'argent pour répondre aux problèmes des Congo. Très bien. Merci beaucoup. C'est comme ça que vous voyez, ce qui est avancé aujourd'hui comme un exploit n'est pas les fameux 14 milliards de dollars. Il y a mieux. Il y a moyen de faire mieux, de faire plus. Il y a même mobilisé auparavant. Mais il y a trop. Non. C'est ça le problème. Hein. Si c'est à comparer à Kabila, j'ai dit c'est un mérite. Mais si c'est à comparer à l'assiette potentielle qui est là, c'est quand même un progrès. Hein. Non, mais j'ai dit, d'accord, à comparer à Kabila. Mais à la potentialité qu'il a en ce moment, on peut atteindre les 30 milliards de dollars. 30 milliards. Nous y avons réfléchi avec Katumbi. Oui, nous pouvons atteindre les 30 milliards. Katumbi pense aller jusqu'à 30 milliards l'an. Oui. Oui.
Oui. Il n'y a qu'à fermer les vannes. Mais quand vous apprenez qu'ici 200 millions ont été détournés, ici et là-bas, quand les investisseurs arrivent aujourd'hui, vous demandez des commissions, vous demandez... Quand vous serez oui. au pouvoir, cette vidéo va rester. Regardez-la. 30 milliards. Vous arrivez au pouvoir. Non. Vous arrivez au pouvoir, vous exigez des commissions aux investisseurs, puis finalement, ils ne viennent pas. Comment voulez-vous que l'économie marche? Parce qu'il faut que les investisseurs viennent, qu'ils investissent, qu'au moins les Congolais trouvent de l'emploi et que ça ait un impact sur la consommation. Très bien. Il n'y a pas de consommation ici, vous voulez que l'économie avance comment? Donc il y a lieu, si vous créez les conditions, d'aller plus loin que les 14 milliards. Il y a lieu. Mais déjà, si vous vous mettez à fermer les vannes, vous avez combien d'argent que vous récupérez? Combien on en détourne tous les jours? Combien? Au niveau de nos provinces et au niveau du gouvernement central, combien? Il y a même des provinces qui ne sont plus contrôlées. Voilà, on va changer. Donc Kinshasa. Donc Kinshasa. Ben ici, Kinshasa n'est pas contrôlé. La gabégie. Je vais vous donner un exemple. Reddition des comptes, il ne s'agit pas de mes chiffres, c'est la reddition des comptes du gouvernement Ngobila 2021. Nous avons des taxes ici importantes, mais qui paraissent banales. C'est la taxe de stationnement. Taxe stationnement, parking. 3 types de taxes. Stationnement. Vous avez la taxe de stationnement que payent les Wewa, c'est 500 francs au jour. Et les estimations, le plus maximaliste, donnent le chiffre de statistiques de plus de 400 000 Wewa dans la ville de Kinshasa. Vous allez vers le chauffeur paye 500 francs chacun, des taxis, chaque jour, taxi bus 1000 francs, et c'est de bus 2000 francs. Vous ne prenez que l'organisation corporatiste appelée ASECO, vous avez plus ou moins, plus de ça, ce sont des chiffres officiels de l'ASECO, plus de 70 000 affiliés. Mais pendant ce temps, il existe d'autres associations professionnelles de chauffeurs de taxis et taxibus, Mopila et tous les autres. Donc, si nous pouvons faire projection, nous arrivons à 150 000 chauffeurs recensés ici pour le transport en commun, plus 400 000 Wewa. Admettons même que nous prenons les estimations minimalistes, nous disons 100 000 Wewa. Vous savez quelles ont été les prévisions des recettes en 2021? De près de 20 milliards de dollars. Prévision des recettes en ce qui concerne ces 3 taxes-là. 20 milliards de francs congolais. Prévision des recettes. 20 milliards de francs congolais. En dollars, ça fait combien? Plus ou moins 10 millions de dollars, à moins que je ne m'abuse. Par mois? Non, l'année. Par an, ce sont des prévisions de recettes annuelles. C'est beaucoup. Ce qui nous a été présenté dans la reddition des comptes 2021. Près de 10 millions de dollars. Vous savez combien a-t-on collecté à la fin de l'année? Combien? À peine 150 000 dollars. Oh là là. Donc, plus ou moins, le taux de réalisation est de 1,5%. Extrêmement faible. 1,5% pour une moyenne donc de 12 000 dollars le mois, soit 400 dollars jour. Quand vous prenez les 100 000 ou 400 000 Wewa, vous prenez des taxis, taxibus, donc les recettes sont de l'ordre de 800 000 francs congolais jour. Mais allez-y faire les calculs avec les estimations minimalistes de 100 000 Wewa fois 500, ça vous fait déjà 50 millions de francs jour, c'est plus ou moins 25 000 dollars jour. Voyez-vous quelle hémorragie, voyez-vous. Et ce qui est terrible, sur les 3 taxes, parking, il y a une taxe appelée taxe parking sur domaine privé, je crois, cédé à des particuliers, comme le parking qui est ici sur l'avenue du Commerce, devant les ventures des magasins. En fait, les Libanais et autres commerçants sur cette artère commerçante ont un contrat avec la ville et donc payent ces parkings-là. Pour 2021, en ce qui concerne cette taxe-là, les chiffres prévisionnels étaient de quelques 4 milliards par là-bas, ou de 3 milliards, et à la fin de l'année, la collecte a donné combien? Vous pouvez vous imaginer? Combien? 0,00 francs congolais. Donc ça signifie qu'en 2021, pas un seul véhicule n'a stationné dans ces parkings que vous voyez ici. C'est impossible. Devant les mêmes lignes. C'est impossible. Et ça, c'est du Ngobila avec son ministre des Transports provincial appelé Amos Mbokoso. Vous voyez l'hémorragie est à quel niveau? Qui est l'Assemblée provinciale. Vous voyez l'hémorragie est à quel niveau? Ils ont une taxe qui rapporte à la fin, une taxe parking, hein, l'une des 3 taxes, elle rapporte à la fin de l'exercice. Vous ne l'avez jamais contrôlé. 0,00
Zéro, Vous zéro. ne l'avez jamais contrôlé aussi. Et puis, Vous ne l'avez jamais contrôlé, honorable. vous parlez de qui? Je parle des députés provinciaux. Non, ne parlez-moi de moi. Non, je ne suis pas ici en tant que porte-parole de mes collègues députés. Chacun portera sa responsabilité devant le Quinois. Je ne fais pas partie de la majorité. J'ai suivi la loi de la majorité sur le banc de l'opposition. Je m'en plains. Il ne me reste plus que quoi? Qu'à venir les dire aux Quinois pour qu'ils sachent comment la ville est gérée. C'est tout. Merci Et beaucoup. j'essaie d'entreprendre des initiatives parlementaires qui sont tout le temps bloquées. Vous voulez que je fasse quoi? Très bien. Maïka Moukeba Inkosso, député provincial à la PK. Voilà, on va changer de sujet. Mais j'en ai une dans les pipelines. Hein. J'en ai une de fumant. Situation à Kassindi, territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Un attentat terroriste se produit. Bilan provisoire fait état des 18 morts et une trentaine de Congolais blessés. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Honorable Mike Moukebaï, la situation d'après cette attaque terroriste, j'ai comme l'impression que l'État ne s'est pas activé automatiquement pour prendre en charge la situation sécuritaire, mais aussi la situation des victimes. J'ai toujours dit... À part les dénonciations ou les condamnations que nous avons suivies sur Twitter de la part du gouvernement. J'ai toujours dit que cette approche qui consistait à cristalliser la question de la sécurité à l'Est sur le M23 et le Rwanda était une approche hasardeuse. Que la question de sécurité à l'Est était liée à la présence de groupes armés locaux, nationaux et étrangers, et que ça touchait des Lituri en passant par le Nord Kivu, le Sud Kivu et les Tanganyika. Était trop partiel. Voilà. Voilà. La situation va au-delà de ça. Comme Félix Tshisekedi n'avait pas de réponse à apporter à cette situation d'insécurité partout, à travers l'Est, il a focalisé l'attention de Congolais sur le M23 pour en tirer un bénéfice politique immédiat. C'est cela le drame. J'ai dit qu'il fallait prendre... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Cette situation-là, je vais avancer. Voilà. La prendre dans sa globalité. En ce qui concerne l'Ituri et une grande partie du Nord Kivu, en proie à des attentats terroristes. Aujourd'hui, l'état des sièges a montré ses limites. J'interpelle les députés nationaux, mais principalement les députés nationaux du Nord Kivu. Je sais qu'ils se sont laissés bercer par les 21 000 $ et qu'à chaque fois maintenant qu'ils ont l'occasion de prolonger l'état d'urgence, ils ne se posent pas de questions. Mais le maintien de cet état d'urgence nous endort. Ça nous fait croire à une réponse alors que ça n'est pas une. Et nous, sur de grands lauriers appelés état des sièges, nous nous reposons. On s'endort, oui. Non, il est temps d'élever l'état des sièges. Je m'adresse à Félix Tshisekedi. Il est temps. Pour oui, j'avance. Ouais. Et de passer à des mesures pratiques, réelles, qui touchent à la réforme des renseignements civils et militaires dans notre pays. Des mesures réelles. La première tare qui va d'un régime à un autre, qui traverse le temps ici, c'est que les renseignements et civils et militaires sont poussés à travailler à la conservation du pouvoir en faveur de l'homme qui est en place. Plutôt que de protéger l'État. Voyez-vous, l'ANER est mise à contribution, dans le fameux coup d'État à charge de François Béat, dont les renseignements ont passé des heures, des journées entières à enquêter sur une fausse affaire, rien que pour mettre de côté un adversaire politique, si je dois le dire ainsi, même si en réalité, lui-même, Béat n'est pas un politique, c'est un sécuritaire. Non, ils ont passé du temps, donc des énergies ont été mobilisées pour travailler sur du vide pendant des semaines entières. Il faut que les services, aujourd'hui, se consacrent réellement à la sécurité du pays. Parce que les services, ce n'est pas seulement la sécurité, mais aussi des orientations à donner aux politiques. Parce que les services ont une compréhension du monde, des enjeux, faire des études, globalement faire des études, et vous dire, par exemple, en ce qui concerne les investissements, voilà ce que nous devons faire. Ça ne se fait pas chez nous? Non, ça ne se fait pas. On peut vous dire, bon, ok, voilà, investissons sur tel minerai, c'est un minerai d'avenir, ça peut nous permettre. Ces orientations-là doivent venir des renseignements. Mais ça ne vient pas, ces études ne sont pas menées. C'est cela ce que nous devons faire aujourd'hui.
Non seulement ça, mais par la suite rendre nos renseignements véritablement professionnels. Donc former les hommes. Il faut que ce soit des hommes qui ont un profil donné. Même même comme préalable pour recruter des hommes dans ces services-là. Il faut professionnaliser nos services, les professionnaliser et non assister à ce que nous avons encore connu récemment, que quelqu'un arrive au pouvoir et alors, dans sa suite, une meute d'individus arrive et ils sont placés même dans les services de renseignement. C'est très grave pour nous, ça. Certains te diront, mais Kabila l'avait fait. Et donc, nous pouvons aussi reproduire cet art-là. Et bien alors, qu'est-ce que vous nous reprochez? C'est quand même très grave. Professionnaliser. Regardez la scène de l'attentat d'hier. Vous voyez tout de suite qu'il a manqué du professionnalisme à nos services de sécurité. À quel niveau? Un attentat est perpétré, il y a des dizaines de morts, et il y a des corps mutilés, des moignons, des corps par-ci par-là, mais la foule est restée là pendant de longues minutes, des heures. Et s'il y avait il y avait une deuxième bombe, elle tuait encore, elle tuait davantage. Il y a eu plus de monde que lors de l'explosion du premier engin. La zone n'a pas été prise en charge. Elle devait être prise en charge immédiatement et vidée du monde. Vidée dans les 5 minutes. Quitte à ce que le service commence à rechercher si un autre engin n'est pas dissimulé quelque part. Mais ça a pris 1 heure, 2 heures. Il y a eu plus de monde que pendant l'attentat. Mais quel amateurisme! J'ai vu des gens aller par-ci par-là, pleurer, ainsi de suite. Ça ne faisait que s'agglutiner. Il y a eu davantage de monde que pendant l'attentat. Quelle horreur! S'il y avait une deuxième bombe. S'il y avait une deuxième, elle faisait plus de dégâts que la première. Parce que c'est possible. Là où on en a placé une, qu'on en place 2. S'il est arrivé à cet individu d'en placer une, c'est que c'était possible d'en placer une deuxième. Et s'il y avait une deuxième, imaginez les dégâts qu'elle aurait fait. Des dégâts énormes. Est-ce que ça, ils ont vu ces images pour réfléchir en tant que service? Je ne pense que cet aspect-là, c'est un manque de professionnalisme criant. Ils ont réussi quand même à arrêter un suspect. Ok, tant mieux. Ça, je laisse le travail au service. Je ne commente pas. Mais il y a une autre dimension sur laquelle il faut travailler. Il faut que Félix Tshisekedi travaille sur cette dimension. Nous aussi, demain, c'est de susciter la solidarité internationale. Autour de quoi? Autour d'une assistance réelle, matérielle, pour faire face aux ADF. Il s'agit d'une menace qui touche à la sécurité internationale. Oui, parce que le monde ne peut pas nous laisser. L'État islamique a revendiqué cet attentat sur son compte Telegram. Mais pourquoi cette indifférence, Mike? Le monde, c'est à Félix Tshisekedi. Je vous arrête aussi. Attends. Pourquoi cette indifférence de la communauté internationale? Quand il s'agit de terrorisme au Sahel, la France, les États-Unis se mobilisent, mais au Congo, il n'y a pas de mobilisation. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas de l'indifférence. Vous avez vu que les Américains ont dû envoyer leurs hommes de renseignement ici et ils sont partis sans commentaire. Donc ce qu'ils ont découvert les a découragés pour s'associer à nous dans l'effort contre les ADF. Essayons nous-mêmes de nous comporter en responsables pour espérer par la suite bénéficier de l'assistance des autres. Ne restons pas des éternels assistés, incapables de s'organiser. N'empêche, je demande à Félix Tshisekedi, puisqu'il part toujours d'une diplomatie active, nous ne pouvons pas nous déchirer autour de cette question. Jeter la responsabilité sur tel, sur l'autre. Il s'agit de la vie de nos compatriotes. Aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est de mobiliser le monde sur la situation sécuritaire, principalement dans l'Ituri et le Nord Kivu, face à une menace d'ordre mondial, d'ordre international. C'est à Félix Tshisekedi d'y travailler. Il faut qu'il y travaille. Ça ne se fait pas de manière automatique. Il faut qu'il y travaille. Parce que la solution que nous avons abordée avec les Ougandais a montré ses limites. Les Ougandais sont arrivés, ils se sont montrés beaucoup plus préoccupés à repousser les ADF le plus loin de frontières, quitte à s'assurer la sécurité chez eux. Et voyez-vous, les ADF qui sont repoussés de la frontière le plus loin nous surprennent, reviennent frapper à la province. Là, ils ont frappé ça, à la frontière. Ils ont frappé à Kassindi, c'est un poste frontalier. Et j'ai vu comment les Ougandais ont débarqué ici avec des canons. Ils ont tiré toute une nuit. Vous ne combattez pas le terrorisme avec des canons. C'est plus ce renseignement. C'est une guerre asymétrique. Hein? C'est plus ce renseignement. Les renseignements, l'anticipation. Ils ont fait du spectacle, du show. Quel est le résultat qui peut nous être présenté
aujourd'hui. Je suis resté Donc, sur... et à Félix Tshisekedi de s'interroger profondément, profondément. Parce que ce que je crains, c'est que c'est mal, c'est mal. Que doit-il faire? Qu'est-ce que Félix doit faire concrètement pour susciter l'attention de la communauté internationale sur la question du terrorisme dans la partie Est Mais de la il faut RDC? un plaidoyer. Mais un plaidoyer qui s'accompagne d'une réforme des services chez nous et de l'armée. Pour qu'on nous prenne au sérieux. Pour qu'on nous prenne au sérieux. Pas ces services tels qu'ils sont gérés là, qui passent leur temps à auditionner. Donc il faut former les services dans le sens de s'adapter aux méthodes des terroristes. Alors, j'apprends par exemple que Fortuna Bisselele est auditionné. Il a peut-être été fautif, on peut le dire ainsi, dans sa sortie médiatique, la seule d'ailleurs de sa carrière, des conseillers privés. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Mais le service l'interroge sur quoi? Dites-moi. Donc il y a 2, 3 hommes OPJ qui sont là mobilisés que pour entendre un individu, au lieu de travailler pour la République. Des services sont mobilisés pour traquer Jimmy Kitenge et le garder dans des cachots quasiment secrets pendant une dizaine de jours, alors qu'il y a bien de travail qui attend les services ailleurs. C'est cela tout le problème. C'est cela. C'est cela. Ce pays a besoin de ces hommes-là partout. Donc, Où l'insécurité... Il faut des réformes. Oui, c'est cela. Il faut y aller avec un plaidoyer sérieux. Mais en même temps, montrer que nous avons des services à même de collaborer avec des services amis, alliés. C'est cela. Il y a bien des choses que moi je ne peux pas dire ici. Mais je crois que lui le comprend en tant que chef d'État. Il est l'homme le plus informé, en tout cas du Congo. On suppose. Hein? Il a bien de canons d'informations que moi je n'ai pas. Il a une plus grande compréhension. Il est temps de prendre ce problème à bras-le-corps. Il est temps de prendre ce problème à bras-le-corps. Mais c'est la demande de normaliser avec nos voisins, avec l'Ouganda et le Rwanda. Je sais que beaucoup vont crier à Rossio Mukebaï sur cette proposition. Nous aurons besoin... La normalisation nous aurons besoin de la collaboration de leurs services de renseignement. Pourvu que nous soyons nous-mêmes sérieux. Oui, nous aurons besoin. Nous aurons besoin de la collaboration de leurs services. Vous avez les principales sources d'information des services, vous avez les sources ouvertes qui sont les médias, ainsi de suite, et vous avez des échanges entre les services, amis et alliés. Ça se fait. Et puis vos propres sources à vous, avec vos indices, ainsi de suite. Mais les échanges avec les services vous n'allez pas aller collaborer. Vous n'allez pas collaborer avec d'autres services pendant que vous-même en interne, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas adapté. Pendant que vous êtes vos services, des opposants et des journalistes. Voilà. Pendant que vos services n'inspirent pas confiance, c'est cela pour le problème. Très bien. C'est là le grand problème. Entre-temps, Félix Tshisekedi se trouve déjà en Suisse pour participer à un forum. Son homologue Ramaphosa, lui, a annulé un voyage parce que le pays a connu une crise électrique. Est-ce que... Bon, c'est une polémique que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si Maki Mukeba va opiner là-dessus, mais... Il y a des Congolais qui se sont dit, mais pourquoi il est allé pendant que son homologue a quand même refusé d'y aller? Parce qu'il y a une crise électrique. Il a pris d'abord son vol à quelle heure? Hier après-midi? Je crois que c'était samedi. C'était samedi? Ouais. S'il est parti samedi, donc c'était avant l'attentat. Ben, moi, je ne suis pas là pour prendre sa défense. Je remarque qu'il est parti avant l'attentat. À moins que je m'abuse. Moi, je ne suis pas au courant du programme présidentiel. Et je risque de t'accuser de ceci ou de cela. Très bien, merci pour l'objectif. Donc, s'il était déjà parti, ce qu'il lui reste, c'est d'écouter ces séjours-là et de revenir. Comme Ramaphosa l'a fait. C'est maintenant d'écouter son séjour suisse et de revenir. Et revenir le plus rapidement. Ce qui s'est passé est très grave. Ça demande qu'il revienne. Est-ce que les condamnations que nous avons vues du gouvernement sur les réseaux sociaux, certains compatriotes sont allés même à demander un deuil national? Pour compatir avec les familles éprouvées et les Congolais dans l'ensemble, normal, de demander un deuil national. J'aurais même souhaité une session extraordinaire du Parlement. Session extraordinaire pour tabler sur la question de la sécurité à l'Est, faire venir le ministre de la Défense, le chef d'état-major général, et une nouvelle évaluation, et ouvrir des orientations pour l'avenir. J'aurais souhaité, mais ça ne dépend pas de moi. J'ai comme l'impression qu'on trouve ça normal. Hein. Oui, bon, nous avons fini. Une question aussi grave, mais que l'on considère normale. Mais nous avons fini. Mais les gens meurent tous les jours. En Ituri. Ce qui est grave. Ce qui est grave. Mais nous assistons à une banalisation. Et quand Moïse Katumbi dit... à une banalisation
je ne sais comment la qualifier, de la vie humaine. Et quand Moïse Katumbi ça ne nous dit rien. Nous apprenons chaque jour 300 personnes sont tuées à Béni. Et vous avez des gens à la télé ici pour vous dire il y a quand même des progrès en comparaison avec l'époque de Kabila. Mais des gens meurent tous les jours. Et j'aimerais bien que ceux qui défendent ce genre de position, un jour, prennent le temps d'aller séjourner à Béni et de tenir ces discours-là à partir de Béni, plutôt que de tenir ici. Alors, et comme Moïse Katumbi, lui, il a quand même aussi condamné, c'est l'un parmi les acteurs, il y a Martin Fayulu, beaucoup d'autres ont condamné, mais comme vous êtes ensemble, Moïse Katumbi aussi a condamné cette attaque terroriste, il s'est montré compatissant vis-à-vis de ses compatriotes, mais il a déclaré, vers la fin de son tweet, qu'une fois président, il va rétablir la paix dans la partie Est, et qu'il va aussi rassembler le Congolais. Ces détracteurs parlent d'une récupération politique. Comment réagissez-vous? C'est une promesse. Ces détracteurs parlent d'une récupération politique. Comment réagissez-vous? C'est une promesse claire, un message d'amour pour quelqu'un qui a l'ambition de diriger le Congo. Normal et légitime, vous ne pouvez pas le refuser. Pour le reste, je ne commenterai pas trop, de crainte que ces mêmes détracteurs disent que nous nous nourrissons du sang des Congolais. Mais il fallait bien rassurer le Congolais, puisqu'ils sont désespérés. C'est lui qui est en responsabilité, ne les assure pas. Il faut bien qu'un Congolais qui porte des aspirations, il fallait bien qu'il y en ait un qui le rassure, et il a fait. Pour le reste, je ne commente pas, je ne réponds pas non plus à leurs attaques. Mais j'ai dit qu'il fallait rassurer le Congolais en ces termes-là, et nous sommes capables de matérialiser cette promesse-là. Mais je ne commenterai pas outre mesure. Très bien, Michael Mkebaï Kosso. On quitte l'Est pour nous rendre au palais de la Nation à Mongaliema, où il y a eu chambardement du cabinet du président de la République. Si le cas du chef de l'État est resté, Bifor Bisselele, JC Kabongo, Topin et tout le reste n'ont pas pu résister à cet ouragan qui a emporté beaucoup de membres, beaucoup de proches. L'entourage le plus restreint, le plus immédiat du chef de l'État a été limogé par une ordonnance lue à la chaîne nationale RTNC. Finalement, ce que nous attendions est arrivé, ce que nous étions en train de revendiquer est finalement arrivé, même si Mike Mkebaï n'y croyait pas à un changement, même s'il y a de nouvelles têtes qui arrivent. Mike Mkebaï Kosso, il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Non, ce n'est pas la première fois qu'il fait partie qu'il fait partie des membres de son entourage. Il y a déjà, je crois, Marcelin Bilomba qui est parti, qui avait été affecté ailleurs. C'est la cuisine interne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va apporter sur la gouvernance de la République. Je n'ai pas grand commentaire. Ça va quand même laver son image, à faire changer un peu son image. À lui de rechercher. Je suis sûr qu'il est en train de rechercher à relooker son image. Si c'est cela, tant mieux. Mais moi, je pense que ce qui doit préoccuper plus un chef d'État, c'est le sort de ses compatrsampatriotes, que peut-être que ton image. Parce qu'en fait, il ne peut trouver de solution que lorsqu'il est mieux entouré. L'image, vous savez, c'est quoi l'image? Vous savez que la plus grande qualité qui pour permettre de faire l'élément fondamental pour faire la publicité d'un produit, c'est d'abord sa propre qualité. Vous avez beau faire de la publicité, si le produit est de mauvaise qualité, il peut passer une première fois, mais d'une seule fois, il sera rejeté. Par rapport au pouvoir de Félix, vous voulez dire quoi? Non, les produits lui-même, en soi, c'est un mauvais produit. C'est quoi le produit? Allez chercher qui le produit. Et au regard du profil, ou du profil des élus promus, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Je ne connais pas, c'est des illustres inconnus pour moi. Je ne les ai jamais connus au niveau de prestations publiques. J'entends parler d'eux pour la première fois. C'est pas mon affaire, nous sommes à la fin du mandat. Ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est d'avoir des élections dans le délai. Et de leur donner l'occasion de se déterminer pour l'avenir. C'est cela ce qui préoccupe les Congolais. Le reste, il n'y a plus d'enjeu. Nous sommes à quelques mois des élections. Il n'y a plus d'enjeu. Je sais qu'il va maintenant essayer de donner un coup de barre dans ce sens, dans un objectif purement électoraliste. Ça, je le sais. Purement. Peut-être que demain, vous apprendrez qu'il l'a lâché à Jean-Tini Ngobila, puisqu'il faut bien qu'il dégage sa responsabilité sur le marché central. Lâcher Jean-Tini Ngobila? Non, façon de réfléchir. Je réfléchis à haute voix, à une hypothèse. Parce qu'il faudra bien qu'un jour, Tshisekedi dégage sa responsabilité sur le marché central. Sinon, les Kinois lui demanderaient de compte. C'est pas lui qui gère la ville.
ben c'est lui qui avait décidé de la démolition. C'est en tout cas après son passage et au marché central et à l'hôtel des villes que la démolition a été entamée. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il arrive là, il dit presque à demi-mot, ben, il faut démolir. Et ensuite, il retourne au palais de la Nation. Et c'est dans les 48 heures qu'il décide de mettre en place une commission sur le marché central. Pourtant, la commission aurait dû venir en avant pour le renseigner suffisamment avant qu'il n'opère sa descente au marché central. Donc, il en répondra. C'est comme ça que je disais, peut-être que pour dégager sa responsabilité, dire, bon, si je peux mettre ces Ngobila de côté, ben... Ça vous réjouirait. Bon, moi, ben, en tout cas, je n'en pleurerai pas. Si Jean-Denis partait... Je sais que ça ne changera pas grand-chose. Oui, je sais que ça ne changera pas grand-chose. Il sera remplacé par un autre Jean-Denis, ça c'est sûr, mais je n'en pleurerai pas. Je ne ferai pas le deuil. Je ne ferai pas le deuil, en tout cas. Je reçois pour vous Mike Mukeba Nkosso qui parle des choses très importantes, mais aussi avec cette bonne humeur, un peu d'amusement. Non seulement sur le marché central, là où il doit dégager sa responsabilité, mais sur bien d'autres choses. Bon, maintenant, on espère que... Jean-Denis l'a impliqué dans bien d'initiatives de la ville de Kinshasa. Il était là à l'inauguration. Il faudra bien qu'il dégage sa responsabilité à un moment donné, dans bien de choses. Qu'est-ce que Jean-Denis n'a pas dit de l'implication du chef de l'État sur la route Elenguessa? Et d'ailleurs, des fonds du gouvernement central ont été investis. Et cette route n'est toujours pas terminée. À 6 km à peine. Il y a bien des choses. Vous avez vu, un jour, Nicolas Kazadi, tout fier de dire, nous allons financer Métro de Kinshasa. Mais Métro de Kinshasa, monsieur le Président, surtout pas ça. Ne le faites pas. C'est l'escroquerie du siècle. C'est une entreprise fictive. Fictive, cette société d'économie mixte qui réunit l'hôtel de ville de Kinshasa, Transconnection Congo et l'ex-Onatra. L'ex-Onatra a-t-il obtenu l'autorisation de Madame la ministre du portefeuille pour prendre des participations dans une entreprise d'économie mixte? Elle est où cette autorisation? Allez-y dans Internet, Google, tapez Transconnection Congo, qui est l'actionnaire majoritaire pour un capital d'à peine $20 000, un capital social. Merci. Pardon, actionnaire majoritaire, allez-y voir Transconnection Congo. Congolais et Quinois qui me suivaient, tapez Transconnection Congo, Connection Congo, connexion en français. Ben, il n'y a rien de signalement sur cette entreprise. Pourtant, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez dans Google, vous tapez le nom d'une entreprise, vous avez son portail qui vous renseigne sur tout. Pour ce qui est de Transconnection Congo, il n'y a même pas de numéro de téléphone. Là aussi, Félix doit dégager sa responsabilité. Mais je vous l'ai dit. Je le lui dis. Tout ce que vous dites finit par atteindre le chef de l'État. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je le dis pour le bien de mes électeurs. C'est comme l'IDP social. Moi, j'ai un mandat. J'essaye. Au minimum, parce que je suis empêché de l'encombrer. Je suis convaincu, Mike Mukeba Nkosso, si vous avez refusé de faire beaucoup de commentaires sur le nouveau membre du cabinet du chef de l'État, ce sujet va sûrement vous intéresser, Mike Mukeba Nkosso. Le chef de l'État, avant de quitter Kinshasa pour la Suisse, au cours du dernier Conseil des ministres, a promis de réaménager, de faire un remaniement technique du gouvernement de la République. C'est quand même une bonne nouvelle pour les Congolais, parce qu'on a eu comme l'impression qu'à un moment donné, ce gouvernement n'avait pas assez de dynamisme et qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus la moralité nécessaire pour y faire membre de ce gouvernement. Est-ce que ce remaniement technique qui arrive va-t-il donner un nouveau souffle au chef de l'État? Nouveau souffle, c'est lui-même. Ça, c'est vraiment sa cuisine interne, c'est à lui. Qui est compétent, qui ne l'est pas, c'est à lui de décider. Est-ce que c'est opportun? Quelle orientation il veut donner à son gouvernement? Et encore que je vous dis, quand vous retrouvez comme ça face à des échéances électorales, la tendance est d'aller plus vers un gouvernement politique, qui est technique ou technocrate. C'est ça les drames. Donc je ne crois pas que la solution au problème des Congolais se trouvera de réponse dans ces remaniements. Il n'y a pas d'opportunité de remanier. Non, j'ai dit il va aller plus dans le politique.
que dans les technos ou non. C'est-à-dire satisfaire les... C'est-à-dire faire des calculs pour voir qui m'accompagnera aux élections, c'est cela. C'est dramatique, il faut déjà pleurer, c'est fini, il n'y a rien à attendre. Mais j'aimerais quand même être un avis sur l'un, sur l'autre. J'ai entendu de la bouche des deux ministres, notamment Jean-Lucien Boussa et Boudimbou, Didier Boudimbou, dont le passé est si sombre. D'ailleurs, je laisse à Perrault la tâche souvent de décortiquer ces passés-là. Il n'y a que sous les règne de Félix Tshisekedi que vous retrouver un individu comme celui-là siégeant dans un conseil des ministres. Donc, soit ces deux-là ont eu des propos, les médias l'ont dit, des propos racistes, des propos qui incitent à la haine. Je crois que le président a dégagé sa responsabilité dans une certaine mesure, mais qu'il lui reste maintenant à se séparer d'eux pour que cela n'entache pas son... Vous dites que le président a dégagé sa responsabilité sur l'affaire Boudimbou et Boussa, ça veut dire quoi? Il a quand même pris position dans un conseil des ministres. Il l'a condamné. Il a condamné. Ça, j'applaudis. Il reste de se séparer d'eux pour que ça n'entache pas son image. Boudimbou, c'est quand même c'est l'un des ministres. Qu'importe. Je n'en sais rien, moi. Je n'en sais rien. C'est moi qui vous le dis. Mais oui, c'est moi qui vous l'ai dit. Alors, je vous dis qu'il reste... C'est l'un des ministres puissants. Il lui reste à se séparer d'eux pour que ce soit clairement établi qu'ils ont eu ces propos en leur nom propre à eux et qu'il ne s'agit pas d'une position qui lie les gouvernements de la République. C'est très très grave et irresponsable de la part des ministres. D'abord, je commence par condamner les attaques de bureaux de leur parti politique. Ah, vous condamnez quand même? Je condamne. Il ne faut pas nous associer à ce genre d'actes. Surtout ce qui est arrivé à Lubumbashi, ce n'est pas nous. Et nous n'avons rien à voir là-dedans. N'empêche, même si je condamne, je les interpelle, c'est très irresponsable de leur part. Je comprends. Ça lui est monté à la tête, Jean-Lucien Boussa. Aujourd'hui, il est domicilié sur le boulevard Tchati. Résidence la moins chère là-bas, c'est 1 million, 2 millions. Les 2, 3, 4 années, comme ministre du Commerce extérieur, Médakan Kolongo peut vous aider en plus. Il s'est créé une prime dans ce qui doit revenir aux agents et il en fait ce qu'il veut. Ça lui a permis aujourd'hui d'être sur le boulevard Tchati et de se dire que je rivalise désormais avec Jean-Pierre Bemba. Ben, qu'est-ce qu'il a encore, lui, pour m'impressionner? Je suis sur le boulevard Tchati. C'est cela, ça lui est monté à la tête. C'est cela. Les fonctions d'État lui ont permis de changer son statut social. Aujourd'hui, il est résident sur le boulevard Tchati. Je ne sais à combien la résidence, 3-4 millions. Il dit, bon, je vais m'en faire un peu. En faire voir un peu à ces Bemba. Je suis aussi sur le boulevard Tchati. J'allais le voir sur Pumbou. Il croyait qu'il était le seul à habiter Pumbou. Moi, je suis sur le boulevard Tchati plus loin que lui, dans le quartier où le mètre carré coûte le plus cher de la ville de Kinshasa. Ben, il est là, avec les moyens de l'État. Les 4 années depuis Chibala, depuis les 6 années, je ne sais pas combien. Il est là, ben voilà. Ça lui monte à la tête. Il perd son self-control. Il va, il tient un propos irrespectueux envers quelqu'un avec qui il a passé de moments, même si par la suite il s'était brouillé, envers un homme respectable dans ce coin-là, qui est Jeannot Bemba. C'est regrettable et irresponsable de sa part. Reste à Félix de se séparer d'eux. Autant qu'il, à mon point de vue, se séparera de la diaconesse. Pourra-t-il le faire? La diaconesse, sur la question de la communion, sa responsabilité à lui, Félix Tshisekedi, peut-être qu'il ne sait pas, est engagée. Qu'est-ce qu'il en est advenu de ces dizaines de millions de dollars de la communion? La diaconesse. La diaconesse. Quelqu'un m'a dit que la diaconesse a perdu tous ses alliés à la présidence. Oui. Elle a fait du soutien, hein, la diaconesse. Donc elle a fait du soutien à la présidence. Bon, ouais, tous ses alliés ce sont des actes de gestion qui demandent des réponses. Vous devez rendre compte, plutôt que de rendre compte sur des actes de gestion. Non, il a trouvé un bouc émissaire appelé Alinguetti, qui a à voir avec Alinguetti. Il a une mission d'État qu'il accomplit. Il établit un rapport, les remet à qui des droits. À toi, la personne mise en cause, d'apporter la preuve du contraire, plutôt que de polémiquer et d'utiliser des journalistes pour jeter les discrédits sur Alinguetti. Qu'il cherche à le faire partir devant. Pour qu'il gagne quoi, en réalité? C'est à toi de répondre. Ce rapport dit ceci, je démontre le contraire, je n'ai jamais, moi, encouragé la cession des actifs de la communière. En tout cas, si ça s'est fait, c'est sans moi. Mais il a signé la diaconesse des procès-verbaux sur lesquels sa collègue
des mines, qui est la première concernée, parce qu'elle est dans la tutelle technique, sur laquelle elle a refusé d'apposer sa signature. Elle a signé et a encouragé la cession. A même donné des injonctions au conseil d'administration de la commune. Alors, madame, Léoma est venu te répondre. Vous allez répondre. Qui a à voir là-dedans avec Aligeti. Donc, c'est un peu ça, 2 ou 3, qui en fait, moi, j'ai mis mes avis sur eux, du fait des actes qu'ils ont posés, qui touchent à ma vie et à la vie des Congolais. Sur le reste, quant à la compétence de ces lieux-là, je n'en sais pas grand-chose. Je sais que c'est un gouvernement dans l'ensemble défaillant qui a produit le bilan qui est là. Hein? Un gouvernement qui fait venir des bus, de transport en commun, et qui ne sait pas où les entreposer. Et voilà, le palais du peuple est transformé en entrepôt de bus. Vous voyez vu un peu? Le palais du peuple est transformé depuis plusieurs semaines en entrepôt. Hein? Un entrepôt. Terrible. Sama Lukonde va diriger Sama 2. Eh bien, il va poursuivre avec les mêmes limites. Il va poursuivre. De toutes les façons, Félix ne demande pas plus que de tenir ce rôle-là. Oui. Sama joue parfaitement son rôle. Son rôle, c'est ça que Félix a toujours attendu, ce qu'il attend de lui. Qu'il ne fasse rien. Et lui, Sama, c'est content. Oui. Son salaire. Il a son salaire faramineux. Et il a sûrement à sa disposition peut-être qu'il a aussi trouvé des fonds secrets de recherche. Niveau... Il va se taper une faramineuse, comment ça s'appelle, fin de service là. Mais il va sortir avec des millions de dollars. Comment ils appellent ça encore? Indemnité. Indemnité de sortie. Il va se taper une faramineuse indemnité de sortie. C'est cela. Sauf maintenant faire un peu de sortie par-ci, par-là. Il dit, bon, je suis venu lancer les 55 territoires. On ne lance pas les 55 territoires verbalement. On n'a même pas besoin du discours pour lancer les 55 territoires. C'est des chantiers avec des moyens qui ont été confiés à des mains experts sur base de procédures légales. C'est cela. Bon alors, il est là. Très bien. Vous savez, le problème c'est aussi celui-là. Quand vous allez prendre quelqu'un qui n'avait pas l'ambition de cette fonction-là, qui n'avait pas l'envergure, il n'a jamais pensé qu'il sera Premier ministre un jour. Vous le mettez là, il dit, ouf, c'est déjà bon pour moi. Mais je crois que ma retraite est assurée, le reste... L'ambition politique, il n'a pas. Il ne se met pas dans la peau du Premier ministre. Il ne porte pas ce costume-là. Il ne les porte pas. Il ne porte pas. Il n'est pas très ennuyant. Il est déjà très jovial. Là, il n'est pas très ennuyant. Là, il n'est pas très ennuyant. Non, il n'est pas. C'est ça le problème. Il n'est pas comme Pépé. Non, Pépé, c'était un autre Premier ministre. Qui faisait des remontrances à son chef. Il y avait déjà des problèmes de friction entre les deux camps et le pauvre Pépé en a été victime. Donc il a fait des lettres pour recadrer. Mais oui, il était sur instruction de son camp. Il était en mission, le Pépé. C'était ça aussi, ça ne pouvait pas aller. Mais celui-ci, bon. Il est plus doux. Vous voyez que... Il est doux. Il y a comme une sorte d'apathie, il manque de volonté. Ça va le point de Kenya. Oui, je n'ai jamais vu un Premier ministre. J'ai l'impression que Félix a dû le passer par un scanner avant de le nommer. Il a dit, bon, il répond. Oui, scanner. Il dit, oui. Ça, c'est Sama. Il a vu vraiment en miniature les molécules. Il s'est dit, celui-là. Ça répond. Ça répond, ouais. Ben voilà. C'est un peu ça. Il ne faut pas lui demander trop. On est à la fin. Il reste quelques jours avant la date. Avant la date de la fin d'enrôlement. Oui, nous attendons. Moi, j'ai pris ma carte d'électeur hier. Je suis allé. La situation évolue quand même bien. J'ai dû quitter ma maison. Depuis un moment, il y a quand même une sorte d'accalmie. J'ai dû quitter ma maison à 6h du matin pour aller au bureau d'enrôlement sur mon avenue, donc à l'Athénée des Lingola. Je suis arrivé là, je crois, à 6h. J'ai fait la file comme tout le monde, j'ai attendu. Et à 8h, les agents de la CENI sont arrivés là. Ils étaient même surpris de voir un député qui faisait la file comme... tous les autres, ils m'ont même dit que ça le gênait. J'ai dit ça ne gênait pas. Ils m'ont dit, bon, ben, nous te faisons quand même un privilège. J'étais le 8e ou 9e ou 10e arrivé. On te fait quand même un privilège. Tu rentres le premier mois, ok. Comme ça, les gens n'auront pas beaucoup. C'est pas. Ils m'ont vu arriver là depuis 6 heures. Ok, donc j'ai obtenu ma carte d'électeur. Et voilà, j'attends. C'est ça la position de notre parti. Là où c'est quoi la qualité? Vous avez quand même touché votre propre carte. Bon, je n'ai plus à commenter sur la qualité de la carte. Nous attendons les élections dans le délai.
Il y a une photo de vous qui est là-bas parce qu'il y a des gens qui disent que souvent ce n'est pas... Bon, la mienne, elle est quand même assez proche de mon visage. On a travaillé, il y a déjà des consignes qui Ouais, sont données. de la mienne. Quand il se pointe, il faut bien travailler la photo. Ces braillards-là. Pour éviter des coups de gueule. Non, la mienne, elle est quand même très proche de mon visage. Proche, ouais. Bon, pas de commentaires à faire. Nous attendons les élections dans les mois à venir. C'est le 20 décembre. La position d'Ensemble pour la République et de son leader Moïse Katumbi Champoué est bien connue. Nous voulons des élections dans le délai, donc le 20 décembre. S'il y a des réformes à accomplir, comme l'ont exigé Fayoulou, Matata et Denis Mukwege, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire et non demain. Donc nous partageons cette position, nous l'encourageons, mais nous disons des réformes à entreprendre, c'est aujourd'hui. Il ne faudrait pas que demain Félix Tshisekedi en prenne prétexte pour un glissement. Nous n'en voulons pas. Et nous sommes aussi assez solidaires, partageant donc la position du PPRD, qui dit pratiquement la même chose, des réformes, sauf que le PPRD va plus loin et boycotte en disant qu'il n'appelle pas à s'enrôler. Tant mieux, mais les élections ne sont pas organisées pour le PPRD, donc ce n'est pas un prétexte pour dire « Ah non, puisque le PPRD n'est pas dans l'enrôlement. » Et donc, non, 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 non. Les élections sont organisées pour le peuple congolais, pour qu'il décide du choix de ses dirigeants. Donc, les élections dans le délai, le 20 décembre, c'est tout ce que nous attendons. Merci beaucoup. J'ai réservé pour vous Mike Mukeba Nkosso. Mike Mukeba Nkosso, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous remercier, Patrick Lokala. Nous sommes à la fin. Mike Mukeba Nkosso est député provincial élu de Lingwala. Il est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, cadre d'Ensemble pour la République, leader d'opinion, ancien journaliste. C'est avec lui que nous avions analysé ces questions d'actualité. Si vous avez apprécié l'émission, dites merci à Derrick Lumkeba. Je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. On va se retrouver demain, le jour de l'assassinat, de la commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Je n'aurai pas Mike Mukebai, mais au moins, je crois que Patrice a mérité son statut d'héros national. Indiscutable. Indiscutable. Je m'incline. Ah, ok, très bien. Je m'incline. Il a payé le prix le plus fort pour l'indépendance. J'ai toujours admiré son courage. Ces jours-là, quand Kassavou jouait de l'hypocrisie, il a dit aux Belges ce qu'il pensait. Et d'ailleurs, c'est cela, ce que le Congolais avait enduré dans l'âme et dans la chair. Il fallait bien que quelqu'un de courageux le dise. Certains ont toujours pensé que c'était un peu précoce, qu'il ne fallait pas, mais il fallait le dire. Il n'y avait pas un autre moment pour le dire, c'est celui-là. Condamner la colonisation, parler de ses mains coupées, il ne fallait pas attendre un autre moment. Il fallait avoir le courage à le dire aux colonisateurs ce jour-là en face. Et ça, l'histoire les retiendra. C'est dommage que nous ne lui rendons pas assez hommage chez nous, alors qu'il est célébré sérieusement ailleurs. C'est dommage. Est-ce que sa compréhension de la gouvernance de l'État était bonne? Il n'a même pas eu à gouverner. Il a été dans un combat politique. Il n'a pas gouverné. Il a été dans un combat politique face aux colonisateurs d'hier. Il fallait affirmer la volonté congolaise. Et il l'avait. Et je suis fier de lui. Merci. Si c'était à refaire, que j'étais à ses côtés, nous le referions ensemble. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Merci à vous de nous avoir suivis.